Donc bienvenue à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cet afterwork curieux qui est éponyme du long de l'ouvrage de Jean-Paul Tassin qui se nomme Les coulisses du cerveau, l'inconscient aux commandes. Il est sorti l'an dernier. Ravi de vous avoir parmi nous. On va passer un peu moins d'une heure et demie ensemble pour explorer donc l'inconscient, cette partie un peu immergée de l'iceberg de notre cerveau. On va en savoir un peu plus. On a avec nous donc Jean-Paul Tassin qui est neurobiologiste. Donc vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM et professeur au Collège de France. Mais vous êtes notamment connu pour être un spécialiste de l'addiction et du sevrage. On s'était rencontrés il y a déjà quelques années parce que vous aviez sorti un ouvrage en 2014 qui se nomme Les 100 mots du rêve en collaboration avec Serge Tisseron. Et du rêve, on en parlera d'ailleurs car l'inconscient a un rôle déterminant justement dans nos rêves. Il y a quelques années, on m'avait demandé de faire une présentation d'une dizaine de minutes. J'étais assez surpris, mais je n'ai pas refusé, je trouvais ça bien. Simplement, on m'a dit il faut que vous passiez devant une petite commission d'abord pour vérifier que vos 10 minutes sont denses et correctes. Donc j'ai fait mon examen, je l'ai passé, ils m'ont dit ok, il n'y a pas de problème. Et donc rendez-vous dans un mois pour la présentation. Et contrairement à ce que j'avais imaginé, il y a 600 personnes dans la salle, il y a des caméras de télévision qui projettent sur le speaker. Super angoisse, j'ai préparé rapidement quand même, et puis beaucoup d'argent derrière. En principe, en fait, super stressé. Et je dis merci, Monsieur le Président, pour cette allocation. Effectivement, je pensais à ce problème financier et j'ai confondu allocation, allocution. Et vous voyez ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est mon inconscient qui a fait le boulot. Il se passe des choses dans notre cerveau, des associations que l'on ne contrôle pas et qui finalement, nous ne les contrôlons pas, mais qui finalement nous contrôlent. Et finalement, ce que l'on fait, ce que l'on réalise, c'est souvent lié à cet inconscient qui n'est pas l'inconscient classique, je dirais, qu'on appelle cognitif, mais l'inconscient classique, mais qui est plutôt un inconscient dynamique. Bon, on va peut-être faire un peu de science. Oui, bien sûr. On ne choisit pas son métier par hasard. Moi, j'ai lu, quand j'avais 14-15 ans, j'ai lu les préludes de la psychanalyse, de Freud. J'ai vu quelques éléments, j'ai trouvé ça assez passionnant, mais malgré tout, je n'avais pas les bases. Les bases, c'est-à-dire que je trouvais ça un peu trop flou. Et en tant que scientifique, j'ai préféré choisir de faire des sciences. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, il y a quand même un élément qui est particulièrement intéressant, c'est une des études particulièrement intéressantes, c'est la psychanalyse. Je me suis dit, ces gens-là, puisque j'avais lu Freud et j'avais entendu parler de ça, ces gens-là ont des choses à dire et en fait, pour bien comprendre, j'ai envie de faire une psychanalyse. Donc j'ai décidé de faire une psychanalyse. J'ai décidé de faire une psychanalyse et j'ai cherché quels étaient les psychanalystes le psychanalyste ou la psychanalyste avec lequel je pourrais faire cette étude. D'abord, j'ai été faire des stages en hôpital pour voir des hôpitaux de jour, etc. Puis, je tente l'analyse, mais il faut trouver l'analyste. Et il y avait deux écoles. Il y a deux écoles en analyse. Il y a l'école SPP, Société Psychanalyse de Paris, où vous faites des séances de 45 minutes, 3 fois par semaine. Boum, boum, 45 minutes. Au bout de 45 minutes, vous vous levez, vous partez, c'est fini, 3 fois par semaine. Et puis une autre, qui était l'école lacanienne, qui l'est toujours, bien sûr, où les séances durent quelques minutes. Quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes, et de façon variable. Donc tout va bien. Et je rencontre un collègue qui me dit que lui, il fait une psychanalyse avec Lacan. Avec Jacques Lacan, donc un grand psychanalyste de l'époque, qui fait une psychanalyse avec Lacan, et qu'au bout de 10 minutes, il sort, il se fait sortir, et il trouve ça extraordinaire, qu'il progresse très très vite, parce que ces séances durent 10 minutes ou 5 minutes, et qu'il ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Et moi, je rame un peu dans ma psychanalyse. Ça fait 2 ans, je rame, j'avance un peu, mais c'est pas extraordinaire. Ça m'a déclenché quelque chose. C'est-à-dire que j'étais effectivement le neurobiologiste pur et dur, et je me suis rendu compte que j'avais fait exactement ce qui est marqué dans les bouquins, c'est-à-dire que mon inconscient m'avait poussé à exprimer mon désir. Mon désir, c'était une séance courte. J'arrive avec 35 minutes de retard. Je ne me rends absolument pas compte. Au bout de 45 minutes, donc, puisque j'étais 35 minutes de retard, il ne me restait plus que 10 minutes, le psychanalyste qui a un client derrière me dit « Hop, taillez-vous ». Et moi, je pars dans mon truc et tout est génial. Vous voyez donc ici
bon, quelques éléments du système nerveux central. Il y a 86 milliards de neurones, avec ici des dendrites et ici des synapses que l'on voit. Vous avez donc un neurone récepteur qui est ici, avec ses mitochondries, son noyau. Et puis là, vous avez des arrivées de neurotransmetteurs avec des terminaisons et ici une synapse. Donc émetteur, récepteur. Et ce contact se fait, cette communication entre les neurones émetteurs et les neurones récepteurs se fait grâce à des molécules, acétylcholine, GABA, glycine, noradrénaline, dopamine, sérotonine. Il y en a une centaine. Donc c'est extrêmement complexe, 80 milliards de neurones. Chaque neurone reçoit de 1000 à 10 000 terminaisons. Donc c'est vraiment compliqué. Et on va voir si on peut s'en sortir. Parce qu'en fait, il y a une grande chance pour les neurobiologistes, c'est que parmi ces terminaisons, il y en a certains qui ont des caractéristiques tout à fait particulières et qui sont en fait des éléments qui interviennent sur notre humeur. C'est qu'il y a deux modes de fonctionnement dans le système nerveux central, deux modes qui sont entièrement différents. Entièrement différents parce que vous voyez dans le premier, c'est un traitement qu'on appelle analogique et qui est un traitement rapide auquel on n'a pas accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on traite une image en 60 millisecondes. 60 millisecondes, c'est 60 millièmes de seconde. Donc on arrive à traiter 16 images par seconde. Enfin, c'est très très important et ça va si vite que notre cerveau, qui apparemment nous fait croire qu'on contrôle tout, eh bien, ne le contrôle pas. Et c'est là-dessus qu'on va prendre des décisions. C'est à partir de ces données qu'on va prendre des décisions, qu'on va faire des choix. Selon un traitement qui est beaucoup plus lent, qu'on appelle cognitif, et qui est celui auquel on a accès. On est capable de réfléchir, on est capable de dire, voilà, j'ai fait ça pour ça, j'ai réfléchi, je me suis dit que, j'ai fait... Et alors là, évidemment, ça va beaucoup plus lentement. Ça va de l'ordre de 500 millisecondes, etc. C'est beaucoup plus lent, et là, on peut y avoir accès. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est que ce traitement analogique. Et vous pouvez imaginer que chaque carré est un neurone, alors que tous ces carrés sont en communication les uns avec les autres. Et c'est la réalité. Dans le cerveau, tous ces 86 milliards de neurones connectent de façon indirecte ou directe les uns avec les autres. Et là, vous avez la forme d'un bateau, parce que ici, c'est une cellule qui est éteinte, ici c'est une cellule qui est allumée, et vous pouvez imaginer que si on voit un bateau, ça va donner ça, métaphoriquement, dans le cerveau. En fait, dans la réalité, ça se passe de la façon suivante. C'est que le traitement analogique fait que tout ne marche pas de façon automatique. Vous voyez ici, celui-là, il devrait être allumé, il est éteint. Et celui-là, il est allumé alors qu'il devrait être éteint. Donc on a quelque chose d'un peu bizarre. Et puis, on peut aller encore plus loin. Et vous voyez, et là c'est presque d'actualité, bien que je l'ai fait il y a longtemps, vous voyez ici, on a perdu un peu la notion de bateau et on peut se demander si ce n'est pas un char d'assaut. Et donc on est passé du bateau au char d'assaut de façon rapide, mais lente dans la présentation, et parce qu'il y a des parasites, parce que certains neurones ne s'activent pas alors qu'ils auraient dû s'activer. Et ça montre la présence d'une sorte de barrière entre le char d'assaut et le bateau. Donc ce phénomène, ici, ce que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle des bassins attracteurs. Des bassins attracteurs, c'est-à-dire qu'en fonction des perceptions, donc effectivement, comme vous le disiez, visuelles, auditives, somatosensorielles, tactiles ou même olfactives, eh bien, vont donner lieu à des réponses du système nerveux central, à des interprétations du système nerveux central qui va se faire à une vitesse incroyable qui nous dépasse complètement. Est-ce qu'on peut dire que les bassins attracteurs, c'est en quelque sorte des espaces de stockage de nos souvenirs, de ce que l'on voit, de ce que l'on apprend? Est-ce qu'on peut rapprocher ça à ça? Alors tout à fait, c'est qu'en fait, il y en a un certain nombre qui sont innés, qui existent à la naissance, si je puis dire, bien qu'ils se soient formés au cours du développement fœtal, et puis progressivement, et de toutes les secondes ou toutes les minutes, eh bien, il va se fabriquer de nouveaux bassins attracteurs en fonction de la vie de l'individu, en fonction de ses émotions, en fonction de ce qu'il va ressentir. Donc on va se fabriquer un grand nombre de bassins attracteurs qui feront que l'on sera tous différents. L'enfant va apprendre à marcher de façon analogique, il va apprendre
à parler de façon analogique, mais tout ce qu'il va faire donc, sera essentiellement analogique. Et c'est intéressant parce que les psychanalystes se sont rendus compte qu'il y avait un problème, si je puis dire, c'est qu'on ne se souvient pas, ou extrêmement rarement et de façon toujours discutable, on ne se souvient pas des 2 premières années de sa vie. En fait, cette amnésie infantile qui existe, elle est due non pas au fait que notre mémoire ne marche pas, mais que notre mémoire n'a fonctionné qu'en analogique. Et que ce que nous avons appris en analogique est extrêmement difficile à rendre extérieur en cognitif. Le rêve, tout le monde comprend, tout le monde sait ce que c'est. Les modulateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils fonctionnent comme une radio. Ils fonctionnent comme une radio, c'est-à-dire que vous avez un émetteur, Europe numéro 1 ou RTL, qui se trouve à un endroit et qui envoie des informations dans l'ensemble du cerveau de façon très divergente. Donc si vous avez un récepteur, si vous avez une radio, ben vous entendez le message qui va être a priori pas très différent, qui va être a priori le même pour tous les gens qui sont autour. Au contraire, vous avez un autre modèle qui est celui du GABA, 99,94. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est tous ces petits carrés, tous ces petits neurones qui sont en contact les uns avec les autres, qui libèrent du GABA, de l'acide glutamique, etc. Pour expliquer un petit peu à quoi servent chaque neuromodulateur, la noradrénaline, alors vous le résumez, j'imagine que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, la noradrénaline, c'est ce qui sert à vous faire réagir quand je fais ça. C'est-à-dire que ça fait un grand truc comme ça, c'est qu'elle est chargée, la noradrénaline, de vous éveiller par rapport à un système qui est un peu ça. Elle va intervenir, elle va augmenter le rapport signal sur bruit. La sérotonine va au contraire protéger le système nerveux central du rapport signal sur bruit, pour vous éviter de courir dehors parce que j'ai crié. Donc elle est couplée à la noradrénaline et elle évite que ça devienne trop dramatique. Et puis la dopamine, la fameuse dopamine, eh bien elle récupère toutes ces informations et c'est elle qui va, in fine, décider de la hiérarchie entre les structures, corticales ou sous-corticales, pour que la sortie comportementale soit adaptée à l'événement. La dépression, c'est un épuisement de l'activité des neurones modulateurs, noradrénaline et sérotonine. Pour justement le dosage de ces médicaments chez ces personnes malades. On fait des essais en fait et on mesure à la parole de la personne, mais il n'y a pas un test comme une prise de sang où on rééquilibre les vitamines, Super etc. Question, oui. Justement, comme ces molécules sont extrêmement importantes dans tout le fonctionnement du système nerveux central, la nature a mis en place un système qu'on appelle la barrière hémato-encéphalée. C'est-à-dire qu'il y a une barrière entre ce que vous avez dans le sang et ce que vous avez dans le cerveau. Et la noradrénaline, la dopamine qui existe dans le sang, la sérotonine aussi, ne passe pas la barrière. Et heureusement, parce que quand c'est le cas, ça entraîne des troubles catastrophiques. Donc en fait, la question, c'est qu'on ne peut pas, et on ne peut pas pour l'instant, on n'est pas capable actuellement d'aller mesurer l'activité des neurones à noradrénaline, à dopamine ou à sérotonine chez un homme. Je voulais vous reparler quand même de certains mécanismes cognitifs comme le refoulement, le transfert, les stress post-traumatiques. Est-ce que justement, toutes ces choses-là, ce sont des mécanismes de notre inconscient qui émergent de notre inconscient, pour nous alerter ou nous protéger en fait? Est-ce que ça fonctionne comme ça ou c'est plus complexe? C'est évidemment plus complexe. Vous avez le traitement rapide et le traitement plus lent qui est cognitif. Lorsque nous endormons, les neuromodulateurs, donc maintenant tout le monde sait ce que c'est, ralentissent progressivement et vont s'arrêter. Alors il y a le sommeil lent, donc il y a un premier ralentissement, et vont totalement s'arrêter pendant le sommeil paradoxal. Ce qui fait qu'en fait, dans cet endormissement, il n'y a plus la possibilité de faire du traitement cognitif puisque les modulateurs sont arrêtés. Et c'est important qu'ils soient arrêtés parce qu'ils sont extrêmement fragiles. Ils ont besoin de récupérer, de se reposer. Et nous, vous, moi, même si nous dormons, nous sommes d'excellents dormeurs, qui nous endormons vers 8 h du soir ou 10 h du soir et que nous nous levons à 8 h du matin, après toute cette nuit merveilleuse, eh bien, nous nous sommes réveillés en moyenne une douzaine de fois par nuit. Et physiologiquement, il y a une réactivation. Il y a une réactivation modulatrice qui fait un traitement cognitif. Et en fonction du temps qui va s'écouler
entre ce micro-éveil et le rendormissement, vous allez avoir ou non un rêve. Si bien que ce rêve va durer relativement peu de temps, de 500 millisecondes à 1 seconde, peut-être 3 secondes, mais que ce rêve va avoir lieu non pas pendant le sommeil, ce que l'on a tendance à croire, mais au moment de ces micro-éveils. Donc le rêve, il est fabriqué après le réveil, mais pendant un temps si court, puisque c'est de l'analogique qui se transforme en cognitif, pendant un temps si court qu'on pense, on ne peut pas imaginer qu'il a été fabriqué par ce temps aussi court. Voilà. Mais là, vous parlez de micro-réveils qui ont été provoqués par des éléments extérieurs. Exactement. Mais par rapport aux rêves qui sont peut-être liés à des souvenirs d'une journée ou des souvenirs plus lointains, comment ces micro-réveils apparaissent? Vous avez dit qu'en moyenne, il y en a 12. Est-ce que c'est fait sur un laps de temps régulier, comme vous avez dit? Comment... Alors, en principe, les micro-éveils apparaissent plutôt en fin de nuit. Évidemment, le dernier rêve dont on se souvient le mieux, c'est celui pour lequel on vient de se réveiller. Si vous écoutez les récits de rêves, les gens terminent toujours en disant « Et à ce moment-là, je me suis réveillé. C'était super, mais à ce moment-là, je me suis réveillé. » Effectivement, ils ont fabriqué leur rêve. Ça rappelle des choses, c'est que Freud nous a expliqué que le rêve est sans censure. Le système nerveux central n'a pas le temps de faire la censure. Donc, il est immédiatement en contact et des rêves érotiques ou des rêves qu'on n'aurait jamais osé imaginer, on va les faire parce qu'effectivement, ils sont dans l'inconscient, mais on y sont plus ou moins refoulés, c'est-à-dire qu'ils sont dans un bassin qui ne sera pas activé de façon naturelle par le système cognitif. En revanche, cette activation brutale au niveau du micro-éveil va entraîner une expression cognitive du rêve, et là, on va se retrouver dans une sorte de réalité. Alors évidemment, là encore, Freud nous a expliqué que l'interprétation des rêves est la voie royale de l'inconscient. Justement, on va peut-être... oui, ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire en rêve. Est-ce que vous voyez ce que ça peut être? Quelque chose que vous savez tous faire ici, sans aucune exception. Exactement. On ne peut pas lire en rêve. On ne peut pas lire parce qu'en fait, pour lire un texte, il faut faire de l'analogique. Attention, vous voyez, attention, ça vous pouvez le lire, attention, d'une seule fois. Et puis il faut l'envoyer en cognitif. Mais pour lire attention, il est dangereux de se pencher à l'extérieur, il faut lire attention, le prendre en cognitif, repartir en analogique, il est dangereux de se pencher à l'extérieur. Et ça fait 3 allers-retours. Et en fait, le système ne permet pas le retour. Le système, c'est l'analogique devient du cognitif, mais le cognitif, dans le rêve, ne va pas revenir en analogique, il faudrait que les modulateurs s'arrêtent. Vous pouvez avoir des images, et ça on en a plein, d'autant plus que l'homme a 1 million de fibres visuelles et n'a que 80 000 fibres auditives, donc ça montre la différence. Donc on va rêver des images sans aucun problème, si je puis dire, et des images que l'on chope sans aucune difficulté. Mais quand il s'agit de lire et de faire cet aller-retour, là, c'est plus possible. En revanche, le rêve qui vient d'une sensation, des émotions réelles qui ont eu lieu dans l'environnement, dans les jours ou dans les mois qui ont précédé, là, il peut y avoir une sorte de prémonition, mais ce n'est pas quelque chose qui vient du Très-Haut. Vous avez probablement entendu que l'on rêve pendant le sommeil paradoxal. Ça fait 1960, ça fait donc 62 ans que Michel Jouvet, qui est un neurophysiologiste assez remarquable, avait repéré le sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, c'est une période du sommeil pendant laquelle on dort, mais nos yeux bougent. Et comme les yeux bougent, il a considéré qu'on rêvait pendant cette période. Et du coup, il a publié le fait qu'on rêvait pendant le sommeil paradoxal. Et depuis 50 ans, 60 ans, beaucoup de gens considèrent qu'on rêve pendant le sommeil paradoxal. Or, le mythe, c'est qu'on ne peut pas rêver pendant le sommeil paradoxal, parce que pendant le sommeil paradoxal, les neuromodulateurs sont au ras des pâquerettes, on ne fait que de l'analogique, donc il n'en est pas question. En revanche, au moment du micro-éveil qui suit le sommeil paradoxal, alors là, on peut avoir un rêve. Pourquoi est-ce qu'il avait dit ça, Michel Jouvet? C'est parce qu'il réveillait les gens pendant leur sommeil paradoxal et les gens racontaient un rêve. Et là, vous avez compris que s'il réveille les gens pendant leur sommeil paradoxal, effectivement, il crée le rêve. 2 petites questions. Une question sur la mémoire post-traumatique.
chez des enfants. Et l'autre question, c'était pour rebondir sur le dernier point, je vois mon chien j'ai l'impression que mon chien rêve. Il y a deux choses. Bon, ce qui va se passer dans l'abus sexuel, par exemple, c'est un choc traumatique totalement analogique. Et le propre de l'analogie, c'est de ne pas avoir le temps, la possibilité de repérer le temps. Non seulement c'est un choc analogique, mais en plus, il y a ce signal de danger qui fait que le cerveau ne peut plus fonctionner en cognitif. Ça, tous les gens qui ont subi des abus sexuels, enfin, oui, pas tous, mais la plupart de ceux qui ont subi des abus sexuels dont ils n'arrivent pas à se remettre sont des gens qui ont subi ce genre de truc. Et succinctement, les chiens rêvent ou pas? Le cerveau, il fait de l'analogique, il fait de l'activité motrice, il bouge. Donc si vous bougez pendant votre sommeil, ce que font des tas de gens, si vous êtes dans un lit, ça va. Si vous êtes sur des arbres, vous cassez la figure. Bon, les animaux, c'est pareil. Ils bougent pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire qu'ils rêvent. Et donc, c'est juste un problème d'inhibition motrice. Voilà. J'étais un peu long. Pas de souci. Si on a des réponses un peu plus rapides, on peut peut-être en faire deux. Oui, je voulais savoir, au niveau quand on fait un rêve, le rêve est tellement prégnant qu'on repart dans le rêve de façon plus ou moins consciente et quitte éventuellement à repartir sur un rêve, une continuité. Comment ça peut se... Vous rêvez votre premier rêve, il passe de l'analogique au cognitif. Vous vous levez pour aller prendre un verre d'eau et le cognitif renvoie ça en analogique, qu'on appelle d'ailleurs un bassin matiné de cognitif. C'est un bassin analogique matiné de cognitif. Il est passé par le cognitif puisque vous avez rêvé. Et vous vous souvenez de votre rêve, vous pouvez éventuellement le raconter à quelqu'un d'autre, mais ce souvenir va retourner en analogique et il va réapparaître éventuellement ensuite. Du coup, comment se fait-il que pour parler du somnambulisme, en fait... Le somnambulisme, c'est en fait une activité motrice plus ou moins stéréotypée dont la personne ne va pas se souvenir, qui est en général liée à une source d'angoisse. Il y a une certaine angoisse. On n'a pas parlé des cauchemars, mais enfin tant pis, on ne peut pas parler de tout. Merci beaucoup en tout cas Jean-Paul Tassin pour... On parlera des cauchemars une autre fois. Une autre fois, ou en le retrouvant encore une fois dans l'ouvrage, comme je vous le disais, Les coulisses du cerveau, la conscience commande. Merci beaucoup.